Bonsoir à tous les Wikideurs. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le live de Pragma Industries. Nous sommes accompagnés pour cela ce soir de Pierre Forté, fondateur et président de Pragma Industries, qui se présentera lors de la présentation de Pragma un peu plus tard dans ce live. Et je vais laisser la main à Maxime qui va vous présenter le déroulé de ce live. Ouais, merci Bastien. Alors pour ceux qui ont l'habitude, ça sera, voilà, ce sera de la redite, mais voilà, pour les nouveaux qui assistent au live pour la première fois ce soir, au niveau du déroulé, comment ça va se passer? Donc nous, on termine notre introduction avec Bastien, puis on laissera la main à Pierre qui pitchera, donc il présentera l'activité de Pragma Industries, les enjeux de la levée de fonds. C'est ce qui vous concerne, vous, potentiels investisseurs ou investisseurs de Pragma. Ensuite, Pierre fera une démonstration, en fait, présentera le Trekkie, donc produit développé par Pragma. Et ensuite, on passera à la phase que beaucoup d'entre vous attendent, c'est-à-dire la phase de questions-réponses. À ce sujet, pour poser vos questions, c'est assez simple. En bas de votre écran, vous avez une bulle QNR. Donc, il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier, et ensuite, avec Bastien, on se chargera de la poser à Pierre, qui répondra avec plaisir. Pierre, on te laisse la main, et nous, on vous retrouve pour les questions-réponses. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir. Et Pierre Forté, je suis le président fondateur de Pragma Industries, qui est une société spécialisée dans l'hydrogène et dont je vais vous faire le pitch en 20 minutes et je vais vous expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Donc, si vous me permettez, là, je vais passer directement à la phase de présentation sur la base de mon PowerPoint. Donc, je vais partager mon écran, si ça le veut bien. Voilà, tac. Normalement, vous devez voir mon écran. Ouais. Maintenant. Voilà. Ouais, parfait. C'est bon, Pierre. Merci. Alors, Pragma Industries, c'est une entreprise qui est spécialisée depuis maintenant plusieurs années dans le domaine de l'hydrogène et dans le domaine des piles à combustible en particulier. Donc, la pile à combustible, c'est l'équipement qui transforme l'hydrogène, qui est un gaz, en électricité. Donc, le statut de l'entreprise aujourd'hui, c'est une douzaine de collaborateurs sur 2 sites. Nous venons d'ouvrir un site à Grenoble pour des raisons de compétences dans le bassin grenoblois. Le chiffre d'affaires 2019 était de 1,7 million, en régression l'année dernière à cause de la situation sanitaire qui a mis un coup de frein à toutes nos négociations internationales. Donc, l'année dernière, on avait beaucoup de contrats, on avait 6 millions de contrats en négociation, et notamment avec la Chine et le Japon. Et ces contrats, ils ont été décalés à cause de la situation sanitaire. Donc, malheureusement, on a un exercice 2020 qui est en retrait, mais un bon exercice 2021, puisqu'on démarre là, on a 1,7 million en commande à livrer cette année, et on a un objectif de 3,3 millions à peu près sur l'exercice. Donc, on est à nouveau en phase de croissance et d'accélération. Et on existe depuis 2004. Donc, on a une notion de temps long en fait dans ce que l'on fait et d'expérience, mais je vais vous l'expliquer après. Et ce que l'on fait est matérialisé par un certain nombre de brevets. L'innovation que l'on crée, voilà, l'entreprise détient un certain nombre d'actifs technologiques. Et on est sur une gamme de puissance que je vais vous expliquer, ce qu'on appelle la petite et la moyenne puissance. En anglais, c'est low and mid power. C'est de 0 à 10 kW de puissance électrique, principalement pour des applications nomades et mobilité. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, l'équipe, en quelques mots, parce que je ne vais pas vous faire tout l'organigramme de Pragma Industries, ça n'aurait aucun sens. Mais donc, on est 12 collaborateurs, bientôt 13, parce qu'on a une Alexandra Badiola qui s'occupe du contrôle financier, qui nous rejoint en septembre. Mais sinon, on a une équipe plutôt technique et avec des compétences pointues, avec des gens qui viennent du domaine automobile, par exemple, de la recherche. Et donc, on a 3 docteurs ingénieurs, plusieurs ingénieurs, et un niveau de qualification et de technicité dans les savoir-faire et les compétences qui est très élevé et qui commence à être vraiment reconnu par la communauté aujourd'hui des acteurs du monde de l'hydrogène, malgré la petite taille de l'entreprise en termes de staff, de quantité d'équipe. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. La spécialité de Pragma Industries, c'est faire des piles à combustible.
Donc, une pile à combustible, c'est l'équipement qu'on voit là en photo, qui est, je pense que vous voyez ma souris, vous voyez mon pointeur, et c'est ce qui est en photo ici. Ça, c'est une pile à combustible, et c'est là-dedans qu'on s'est lancé quand on a créé l'entreprise. Maintenant, la gamme de puissance à laquelle on s'adresse, de 0 à 10 kW, vous allez voir qu'elle couvre un certain nombre d'applications qui sont plutôt nombreuses. Et a priori, je n'ai pas besoin de vous prouver l'existence du marché pour ces applications. Par exemple, je n'ai pas besoin de vous prouver l'existence du marché du vélo électrique. Il s'en vend 40 millions par an en pleine accélération. Je n'ai pas besoin de vous prouver le marché du scooter électrique qui s'en vend 15 millions par an. Et j'ai a priori pas besoin de vous prouver l'existence du marché des générateurs, des générateurs électriques. Donc, les marchés existent, les applications existent. Ça, c'est indéniable. La question que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment notre technologie peut prendre des parts de marché sur ces applications-là. Comment on peut faire pénétrer notre technologie, les piles à combustible et l'hydrogène, dans le domaine de la mobilité électrique, dans le domaine des groupes électrogènes portatifs ou des groupes électrogènes de secours, par exemple. Et quand on a commencé notre métier, donc faire des piles à combustible, ce que l'on a réalisé assez tôt, c'est que quand on fait une pile à combustible, finalement, on fait un morceau d'une immense chaîne de valeur. Et quand on fait que ce morceau-là, bien finalement, il est difficile de pousser la technologie sur les marchés parce qu'il y a tout un tas de briques et de composantes qui manquent pour avoir une solution complète. Et c'est le diagramme que vous voyez là. Une application, elle va avoir besoin d'un système qui part de composants, piles à combustible, système. Voilà. Et comme on parle d'énergie et d'applications qui utilisent de l'énergie, il y a aussi la notion de fourniture de cette énergie. Et là, c'est assez spécifique, on parle de fourniture d'hydrogène, qui est un gaz très répandu aujourd'hui, qui est un gaz de synthèse très répandu, mais utilisé principalement pour des applications industrielles lourdes, dans la métallurgie, dans la chimie, dans la pétrochimie. Et aujourd'hui, très peu pour faire avancer un véhicule, que ce soit une voiture ou un vélo. Donc, il y a une problématique d'accès et de distribution de cette énergie. Ce qui est finalement assez intéressant, puisque ce que nous le faisons par conviction environnementale, et nous pensons que l'hydrogène et les technologies associées ont un bénéfice environnemental à la clé, et bien finalement, quand on parle de l'application, on est à la croisée des chemins de la mobilité, pour ce qui nous concerne, et de la transition énergétique. Et l'empreinte carbone finalement de l'ensemble, si je prends l'exemple d'un véhicule à hydrogène, l'empreinte carbone globale, c'est l'empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises pour fabriquer le véhicule et le recycler, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre de l'énergie utilisée pour faire avancer ce véhicule. Donc la transition énergétique, finalement, elle est là, et elle est à la croisée du bilan carbone du véhicule et du bilan carbone de l'énergie qu'il utilise. Et nous, pour faire pénétrer nos technologies dans les marchés que l'on vise, on s'attache à 3 choses qui sont absolument essentielles. Le coût total de détention. En anglais, c'est TCO, Total Cost of Ownership. Et vous m'entendrez fréquemment parler de TCO. Donc le coût total de détention, c'est très simple. Pour une voiture, par exemple, c'est le prix d'acquisition de la voiture, mais aussi le prix de l'essence, le prix de l'entretien, le prix de la place de parking, c'est-à-dire tout ce que vous coûte l'utilisation de votre véhicule. Ça, c'est le TCO. Et donc, la première chose, évidemment, pour que la technologie pénètre un marché, il faut qu'elle ait le bon coût total de détention et que ce soit compétitif par rapport aux technologies alternatives ou aux solutions alternatives. Ensuite, le deuxième critère qui est très important pour nous, c'est la performance servicielle. Ça paraît être une évidence, mais est-ce que notre technologie embarquée sur une application donnée répond à un besoin ou répond mieux à un besoin qu'une autre technologie, par exemple les batteries? Qu'est-ce qu'on va apporter de plus pour l'usager ou pour la fonction? Et puis ensuite, le troisième critère, c'est la performance environnementale, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce que nous le faisons par conviction, et donc ça n'aurait que peu de sens d'avoir un marché, mais de se rendre compte que finalement notre bilan carbone par rapport à d'autres solutions n'est pas bon. Donc on s'attache à proposer des solutions qui offrent un meilleur bilan carbone que les solutions alternatives aujourd'hui, que ce soit de l'essence ou des batteries. Donc voilà ce que l'on fait, et c'est assez complexe, et vous comprenez que finalement pour aller pousser la technologie vers une application,
c'est pas que la pile à combustible, c'est aussi le système, c'est aussi comment on va recycler ce système, et c'est aussi l'accès à l'énergie, l'hydrogène, comment on le distribue, et finalement à quel coût, puisque ça va avoir un impact sur le TCO. Donc le TCO, c'est pour nous très, très, très important. C'est-à-dire qu'une pile à combustible, c'est un objet qui est plutôt cher, qui est plus cher qu'une batterie, très clairement. Une batterie au lithium, aujourd'hui, c'est fabriqué en des quantités inimaginables, et une pile à combustible, c'est fabriqué en petites quantités. C'est plus cher. Et donc, la question est, comment fait-on pour avoir un TCO compétitif? Prenons l'exemple d'un vélo. Comment on fait pour qu'un vélo à pile à combustible il soit au même coût d'usage qu'un vélo à batterie? Là est la question, et c'est quand même l'élément clé de la pénétration de ce marché-là en particulier. Donc le TCO, il dépend de deux choses. Pour le faire évoluer, pour l'améliorer, il faut diminuer le prix de revient du vélo, donc de la technologie, son coût de fabrication, et il faut augmenter sa valeur résiduelle. Parce que le TCO, il tient compte de, après l'utilisation, quelle est la valeur résiduelle de l'objet. C'est quelque chose qui se matérialise très très bien quand vous faites un contrat de location longue durée, que ce soit d'une voiture ou d'autre chose finalement. Le contrat de location longue durée, il tient compte de la valeur de la voiture, par exemple neuve. Vous allez l'utiliser pendant 3 ans, et ensuite il tient compte de la valeur de rachat au bout de 3 ans du véhicule. Vous comprenez que si la valeur neuve est élevée, mais que si la valeur de rachat est aussi élevée, ce que vous allez payer entre les deux pendant 3 ans devient abordable et devient compétitif. Donc, ce qui est très intéressant avec le TCO, c'est qu'on va tenir, ce n'est pas seulement le prix de vente, on tient compte du coût total de détention et de la valeur résiduelle. Or, nous avons un avantage sur les piles à combustible, c'est la longévité des composants. On est sur des composants qui ont des durées de vie très longues. Un réservoir d'hydrogène, par exemple, sa durée de vie, c'est 50 ans. Donc, on peut monétiser, il faut savoir monétiser ce produit pendant 50 ans, en fait, pour le rendre compétitif. Donc, il y a 3 choses qui sont absolument essentielles dans notre stratégie. C'est 1, diminuer le coût de revient, augmenter la valeur résiduelle des objets et améliorer la durée de monétisation. C'est-à-dire pendant combien de temps on va être capable de monétiser nos produits. Est-ce que ma pile à combustible, je suis capable de la facturer pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans? Eh bien, au final, pour l'usager, ça n'a pas le même coût mensuel ou le même coût annuel. Et pour ça, on a bâti toute une stratégie qui est assez ingénieuse. Et pour le coup, on s'est rendu compte que d'autres grands acteurs du monde de l'hydrogène s'orientaient vers la même stratégie. Et je pense notamment à Toyota. Donc, c'est aujourd'hui le leader de la voiture à hydrogène avec des gens qui ont un quart de siècle d'expérience dans ce domaine-là. Et pour avoir des discussions fréquentes avec Toyota, on s'est rendu compte finalement que nos modèles, ils convergeaient et on avait un petit peu les mêmes idées. Alors, comment ça marche? Je vais vous faire ça en 2 slides. La première, c'est notre positionnement d'abord. Pragma Industries, c'est plutôt un positionnement d'équipementier. On fait des piles à combustible et on fait des systèmes à piles à combustible, c'est-à-dire la pile, le réservoir d'hydrogène, l'électronique, tout ça, c'est le système. C'est un petit peu comme un moteur de voiture. Il vous faut le moteur, le réservoir d'essence, le calculateur et toute la tripaille, le radiateur, toute la tripaille qui va autour. Ça vous fait votre groupe motopropulseur. C'est ce qu'on fait pour les piles à combustible. Après, on a des clients qui viennent nous voir pour dire, tiens, votre pile à combustible, est-ce que vous pouvez la mettre dans mon application? On dit oui. Mais en même temps, si votre application, on ne sait pas lui fournir de l'hydrogène, après, il n'y a pas de marché. On reste sur un démonstrateur technologique. Et c'est souvent ce qui nous est arrivé dans les dernières années, c'est-à-dire on a fait beaucoup de démonstrateurs technologiques, mais on n'apprenait pas grand-chose, on voyait qu'on pouvait faire, mais en même temps, on ne trouvait pas de marché, parce qu'au bout de la chaîne, il n'y avait pas d'hydrogène. Donc aujourd'hui, on a un positionnement qui est à cheval autour de l'application. On fait en amont la technologie embarquée, donc le groupe à pile à combustible, ce qu'on appelle un groupe électro-hydrogène, que ce soit pour un vélo, un scooter, une voiturette, un avion, une brouette électrique, ce que vous voulez, c'est un groupe électro-hydrogène. Mais on fait aussi l'aval, c'est-à-dire qu'on fait la logistique de distribution d'hydrogène pour ces applications. Je vais rentrer un peu plus en détail là-dessus après. Et entre les deux, on a des clients. Mais en fait, nous avons choisi d'être nos premiers clients parce que l'application, c'est le trait d'union entre l'amont et l'aval.
Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour nous d'avoir nos propres applications et créer ce trait d'union initial pour gagner en expérience industrielle et en expérience produit. Donc la particularité de Pragma Industries, c'est d'être un équipementier, mais avec des produits en propre. Et ces produits en propre, c'est un vélo électrique à hydrogène et un groupe électrogène que je vous présenterai rapidement après. Mais c'est un épiphénomène dans la stratégie de l'entreprise, puisque nos produits en propre, ils sont là pour gagner en expérience, gagner en visibilité, gagner en chiffre d'affaires, évidemment, et en pénétration de marché. Mais aujourd'hui, grâce à l'expérience acquise, nous avons d'autres clients qui viennent nous voir pour développer des applications. Donc aujourd'hui, on travaille pour Tata Power en Inde pour faire un groupe électrogène indien. On a des pourparlers en cours avec des acteurs français du monde aéronautique et du monde des télécoms pour faire des produits pour eux. Donc, basé sur notre expérience acquise avec nos produits propres, eh bien aujourd'hui, on est capable de transposer notre savoir-faire sur les produits de clients tiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour parler de TCO, donc cette première slide, c'était gagner en expérience complète, c'est-à-dire de l'amont à l'aval. Cette expérience complète, c'est le TCO. Hein. Comme je vous disais, le TCO, ce n'est pas que la pile à combustible, c'est aussi l'hydrogène, comment on le distribue, combien ça coûte. Donc, maîtriser toute la chaîne, c'est quelque part maîtriser tous les leviers sur le coût de détention. Maintenant, il y a un autre sujet qui est très intéressant, c'est comment on améliore le TCO. Donc, on a choisi de développer une stratégie circulaire. Cette stratégie circulaire, elle a plusieurs avantages parce qu'elle, en termes de coût, mais aussi en termes d'empreinte carbone. Vous savez que l'empreinte carbone d'une solution, elle dépend de trois choses. La quantité de matières premières qu'on utilise, la quantité de matières premières qu'on recycle à la fin, qu'on sait récupérer et garder dans le circuit, et la durée d'usage entre les deux de ces matières premières. Finalement, j'ai utilisé des matières premières, combien de temps je vais les utiliser, et à la fin, combien j'en récupère, c'est ça l'empreinte carbone. Et évidemment, quand on est dans une logique de circularité et de récupérer le plus possible, il est évident que c'est au bénéfice de l'environnement. Donc, on a choisi une stratégie en 3 étapes. La première, aujourd'hui, nous sommes là, c'est des piles à combustible que l'on met dans des applications. La deuxième étape, on l'a créée l'année dernière via la filiale Pragma Mobility. Alors, le sujet est simple, tout à l'heure, ce n'est pas anodin, je vous ai parlé de location longue durée. Et ce n'est pas du tout anodin parce que si je vends mon vélo aujourd'hui, le modèle de l'année prochaine, il est à 4 500 €. Donc ça fait un vélo qui est pas délirant en termes de positionnement de prix, mais pas démocratique non plus, hein, parce qu'à 4 500 €, on est plutôt dans le haut de gamme du vélo électrique. Et je cherche à démocratiser la technologie, donc à la rendre plus accessible. Et pour le coup, on passe en location longue durée. Parce que moi, je vais faire en sorte que le vélo soit moins cher, mais que les technologies qui sont dedans aient une durée de vie très longue. Et je vais faire payer aux usagers leur usage exact. Donc, location longue durée, vous payez pour 3 ans d'utilisation de la technologie, si c'est un contrat de 3 ans. Et pour ça, il faut une filiale dédiée à ça, qui reste propriétaire des objets et qui les récupère en forme de site de location. Donc, c'est la filiale Pragma Mobility. Et le métier de Pragma Mobility, c'est auprès de clients, qu'ils soient collectivités, entreprises ou particuliers, mettre en place un service complet qui est mettre à disposition les vélos, mettre à disposition l'hydrogène pour ces vélos et mettre en fonction tous les services autour, donc notamment tous les supports clients et tous les supports véhicules. Donc ça, c'est ce que fait Pragma Mobility. Et une fois qu'un vélo il a été utilisé pendant 3 ans, par exemple, eh bien, on le récupère chez Pragma Industries et on dit, voilà, le vélo il a été utilisé pendant 3 ans, la pile à combustible, elle a encore 7 ans de durée de vie. Donc, je vais réemployer les composants. Je vais réemployer la pile à combustible, je vais réemployer les réservoirs, je vais réemployer l'électronique. Et notre job, c'est de pouvoir les réemployer le plus longtemps possible. Et donc, on fait ça. La pile à combustible, si elle est encore très bonne, eh bien, elle repart dans un vélo qui repart en service. C'est aussi simple que ça, c'est une boucle circulaire courte. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, et c'est l'objet notamment de la levée de fonds avec WeSeed, c'est le 3e volet de cette activité, c'est Pragma Fuel Cells, c'est remonter d'un cran. Remonter d'un cran pour remonter aux matériaux et aux composants critiques. Donc la fonction de Pragma Fuel Cells, ce qui est basé à Grenoble en l'occurrence, donc c'est un établissement secondaire de Pragma Industries qui est basé à Grenoble pour développer nos propres composants de piles à combustible. Mais on ne fait pas que ça.
Alors, ce sont des savoir-faire qui n'existent quasiment plus en France. Il faut le savoir qu'aujourd'hui, nos fournisseurs sont tous étrangers. Et donc, on a la volonté de rapatrier sur le territoire ces savoir-faire et ces procédés industriels qui sont, à notre sens, stratégiques. Mais on ne fait pas que développer les procédés de fabrication, on développe en même temps les procédés de recyclage. C'est-à-dire qu'on sait fabriquer un composant et en même temps, comment on recycle les matériaux de ce composant. Donc ça, c'est la fonction de cet établissement à Grenoble, développer les procédés et les procédés de fabrication et les procédés de recyclage en même temps. Donc à partir de là, ça nous fait un troisième étage à la fusée, quelque part. Et quand Pragma Industries récupère un vélo, où la pile à combustible est en fin de vie, ben là, l'enjeu, c'est de pouvoir dire, bien, je sais démanteler cette pile à combustible et récupérer 95% des matériaux de cette pile à combustible pour en faire une neuve. C'est aussi simple que ça. Alors, vous voyez l'intérêt, c'est que d'une part, on fait des économies de matière quand on fait ça. Donc, on consomme moins de matière parce qu'à un moment donné, on réutilise toujours les mêmes matériaux et les mêmes composants. On est dans une logique de longévité et d'exploitation commerciale sur la durée la plus longue possible. Et ça, c'est au bénéfice, 1, de l'environnement, 2, du TCO, du coût total de détention, parce qu'évidemment, sur une technologie qui va avoir 10 ou 15 ans de durée de vie, bah, l'usager, il aura payé, par exemple, que 3 ans de cette durée de vie sur un contrat de location de 3 ans. Donc pour lui, ça revient beaucoup moins cher. Donc cette stratégie-là, elle intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Je crois qu'elle est très pertinente et nous sommes parmi les tout premiers à la mettre en place dans le domaine des piles à combustible, malgré la petite échelle de l'entreprise. En fait, on a constitué l'équipe et l'équipe est compétente sur tous ces aspects-là. Donc, c'est un élément clé de la stratégie. Voilà, j'avance un petit peu. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que le temps passe aussi, mais il faut savoir que 3 étages de la fusée, 3 feuilles de route. La première feuille de route en vert, et si vous voulez, on pourra mettre c'est pas des documents confidentiels en l'occurrence, donc je pourrais les mettre à disposition sur la plateforme WICID et vous aurez tout le loisir de les lire. Mais le premier étage de la fusée, c'est en vert, c'est les composants. Donc il y a une roadmap de production de composants, de développement de procédés et de recyclage. On a une roadmap système également pour aller capter de nouveaux marchés. Je vais revenir là-dessus rapidement. Et puis, on a une roadmap sur les stations à hydrogène et sur notre infrastructure de distribution d'hydrogène. Rapidement, en termes de feuille de route, c'est juste pour vous présenter un petit peu là où on va. Aujourd'hui, on est en 2021. On était en 2019, il n'y a pas si longtemps, et on savait faire des piles à combustible jusqu'à 200 watts. Maintenant, on sait faire des piles à combustible jusqu'à 1 kW. Et vous voyez le nombre d'applications, c'est un exemple que ça peut couvrir. Et maintenant, on va vers d'autres gammes de puissance parce que nous avons des demandes commerciales, en fait, tout simplement. Donc, ces demandes commerciales, elles sont de 2 ordres. Ce qu'on appelle le segment équivalent 50 cm3, donc l'équivalent du moteur d'un moteur thermique de 50 cm3, c'est 1 à 4 kW de puissance électrique. Et ensuite, il y a un deuxième segment qui est l'équivalent 125 cm3, et là, c'est entre 4 et 11 kW de puissance électrique. Et par curiosité, je vous ai mis un certain nombre d'applications qui sont couvertes par ces gammes de puissance-là. On est en train d'y aller, on est en train de lancer les travaux. C'est également l'objet de la levée de fonds en cours, sachant que nous avons déjà des demandes pour des scooters 50 cm3, pour des scooters 125 cm3, pour des relais de radiocommunication, pour des groupes de climatisation, pour des groupes de chantier. Les clients viennent nous voir aujourd'hui avec ces besoins-là. Et donc, l'objectif, c'est d'être capable d'y répondre dans les 3 ans qui viennent. Et alors, je termine par les exemples, par nos produits en propre, parce qu'ils sont emblématiques. Les gens nous connaissent aujourd'hui parce qu'on est fabricant de vélos à hydrogène. On est les premiers au monde à commercialiser un vélo à hydrogène. Et on est la seule petite entreprise au monde à commercialiser un véhicule à hydrogène avec une garantie. Les autres sociétés qui commercialisent des véhicules à hydrogène, c'est Toyota, Hyundai, Safra, les bus, c'est des constructeurs de véhicules, en fait, ce sont des constructeurs automobiles. Donc, Pragma Industries, 12 personnes, eh bien, c'est la seule petite entreprise au monde à pouvoir vendre aujourd'hui un véhicule catalogue avec une garantie. Donc, c'est en soi déjà une prouesse par rapport
à l'engagement que ça demande en termes de compétences et d'hommes. Donc aujourd'hui, les gens nous connaissent pour ça. On est les seuls à vendre un 2 roues à hydrogène. Et je vais vous expliquer après derrière ce que ça implique en termes de recharge d'hydrogène. Et il y a le Trekkie. Le Trekkie, c'est ça. C'est le petit groupe électrogène qui est à gauche. Je vais vous le montrer après en live. J'en ai un à côté de moi. Alors, voilà un petit peu une slide qui est de dire, bah, finalement, si je mets un vélo à hydrogène sur la route, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en faire le plein? Et c'est compliqué. C'est une stratégie de distribution urbaine d'hydrogène qui est complexe. Alors, on n'a pas là le loisir de rentrer trop dedans sur cette présentation, mais il faut savoir que l'on fait tout ce qui est dans le carré orange, c'est-à-dire la totalité de la distribution d'hydrogène en ville. Nous sommes aujourd'hui à même de le faire. Et on achète de l'hydrogène, idéalement de l'hydrogène vert produit par électrolyse. Comme ça, on a un carburant qui est sans émission de CO2, donc c'est l'idéal. Et on a acquis l'expérience et les compétences pour dire, bah, je sais prendre cet hydrogène, l'acheter à un certain prix et le distribuer jusqu'à mon vélo. Ça veut dire littéralement le distribuer à côté de la mairie ou à côté du café de la Poste. Donc tout ça est entièrement modélisé et patiemment, on a développé toutes les briques, donc les stations, les véhicules de distribution, les systèmes de compression. Et donc, il y a un modèle économique qui dessert tout ça. Et on sait aujourd'hui prédire exactement, en fonction du prix d'achat d'hydrogène, à combien il revient dans le réservoir du véhicule. Et surtout, on sait le rendre compétitif. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, là, on va tester ce modèle-là sur Biarritz d'ici la fin de l'année, avec une offre de location aux particuliers. Et c'est pour moi très important parce que, comment dire, aujourd'hui, l'hydrogène est un vecteur qui s'adresse aux professionnels principalement et on a vraiment la volonté de nous adresser au grand public. Et donc, on développe une offre pour 89 € par mois, TTC, encore une fois, parce qu'on s'adresse aux particuliers, donc je parle en taxe incluse. 89 € par mois, vous avez un vélo à hydrogène. Vous avez un service d'approvisionnement d'hydrogène de ce vélo, c'est-à-dire soit vous avez une pompe, soit vous avez quelqu'un qui vient faire le plein du vélo là où il est, sur votre lieu de travail ou votre domicile. C'est inclus dans l'offre et vous avez l'entretien du vélo. Donc pour 89 €, vous avez un vélo, l'hydrogène illimité et l'entretien du vélo. Et ça, tout inclus, donc une offre sans surprise. Et c'est ce qu'on va commencer à tester sur Biarritz. Donc je pense que ça va être une phase très très intéressante de notre développement, avec évidemment pour ambition de répliquer après ce modèle dans d'autres grandes villes. Voilà, alors en termes de teasing, pour vous donner une petite idée, on a 3 trucs très très emblématiques, c'est le Trekkie, le vélo, les stations à hydrogène. Combien ça coûte? Un Trekkie aujourd'hui ça coûte 2 900 €. Vous voulez en acheter un, ça vous coûte 2 900 €. L'objectif, c'est qu'il en coûte 1 400 € l'année prochaine. Donc, divisé par 2 le prix de vente de cet objet-là en 12 mois avec de l'ingénierie. Le vélo en 2023, en 2023, pas du tout. En 2022, ça sera un vélo à 4 500 €. Et alors, ce n'est pas du tout le VTT qui est en photo. Hein. Je dévoilerai le design du vélo de l'année prochaine. Pendant la campagne, avant fin juin, vous aurez la primeur donc, de voir le prochain vélo de 2022. C'est un vélo urbain, il est ultra performant. Il est en cours de développement et d'essai en ce moment. Donc, il sera à 4 500 €. Et notre objectif, c'est d'arriver à faire baisser le prix à 2 900 € au-delà. Et les stations de remplissage, donc vous avez une photo là d'une station de remplissage de ville pour un vélo, un scooter, un triporteur. Aujourd'hui, elle coûte 28 000 € et on travaille très très dur pour que son prix de vente tombe en dessous des 10 000 €. C'est-à-dire que ça devienne un équipement urbain qui vaut 10 000 €. Vous êtes au prix d'une dizaine de lampadaires, vous êtes au 10e du prix d'un rond-point, vous êtes au prix de 10 lampadaires solaires, par exemple, hein, pour une ville. Donc, l'objectif, c'est qu'on soit finalement à un tarif qui soit de l'achat courant comme du mobilier urbain. Et on travaille très dur pour ça. Donc voilà, c'était un petit teasing pour vous montrer là où on va en termes de démocratisation de prix et d'accessibilité de nos technologies. Et tout ça au service d'un TCO, parce que c'est quand le TCO est bon que la technologie à hydrogène va pénétrer les marchés.
avec les avantages, c'est-à-dire des autonomies très grandes, des temps de recharge qui sont très courts d'1 minute. Voilà, je n'ai pas trop surveillé le temps, je pense que j'ai quand même dépassé les 20 minutes parce que je parle beaucoup. Mais je rends la parole à Bastien et Maxime. J'ai fait la présentation en essayant de condenser un peu. Merci Pierre pour cette présentation très, très claire et très complète. On te laisse arrêter le partage d'écran et peut-être présenter au WeSeeder le Trekkie d'un peu plus près. Je pense que ça vous intéressera. Et après, on passera aux questions-réponses. Juste avant que tu le présentes, pour poser vos questions, alors il y a déjà beaucoup de questions en attente. C'est dans la bulle QNR en bas de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question et ensuite on la pose avec Bastien après. Pierre, on te redonne la main et après on passera aux questions-réponses. Ça marche. Alors le Trekkie, donc c'est un produit assez chouette. Il est là, dans la boîte à ma droite. Je vais faire un truc qu'on ne fait jamais en présentation, c'est que je vais me lever et aller chercher la boîte en fait. Hop. Il y en a un dedans, donc c'est pas tout léger non plus, mais c'est pour vous montrer un petit peu le niveau de finition que l'on a sur nos produits. Donc on est, alors pardon, mais c'est tout en japonais parce que celui-là il part au Japon, mais on est sur un produit que vous pourriez trouver à la Fnac, si évidemment il ne coûtait pas 4 000 €. Parce que là, voilà, c'est un produit d'usage professionnel et avec un prix qui correspond à un besoin critique. Mais on est sur un produit qui est très très bien marketé pour le Japon. Ce sont nos partenaires japonais qui ont choisi la décoration de la boîte et qui ont fait la compo adaptée au marché japonais. Hop, ça c'est la boîte. Et l'objet sans la boîte, donc il ressemble à ça. Voilà. Donc on a un groupe électrogène qui a une particularité, c'est qu'il y a un réacteur ici à l'arrière qui fait l'hydrogène. Donc le réacteur, hop, je vais le débrancher. Ce qui est très intéressant avec ce produit-là, c'est la notion d'écosystème. Vous avez compris qu'une pile à combustible sans hydrogène, elle ne sert à rien. Et si on ne sait pas l'alimenter avec de l'hydrogène, si elle ne sert à rien, il n'y a pas de marché. Donc, pour aller pénétrer les marchés, il faut arriver avec un écosystème qui est au bon prix, qui a un bon TCO et qui rend un service, évidemment, qui a une commodité qui est validée. Donc là, on est sur un objet qui est fait pour les applications critiques, c'est-à-dire vous avez besoin d'électricité parce qu'il y a eu un tsunami, parce que vous êtes au Japon, donc un tremblement de terre, tsunami, voilà, coupure d'électricité, vous avez besoin de maintenir les communications, de charger votre téléphone portable, charger la tablette, avoir de l'éclairage. C'est le produit qui va répondre à ce besoin-là. Donc, on utilise des sachets de poudre qui sont emballés sous vide, minimum 10 ans de durée de vie sur étagère. C'est comme de la nourriture lyophilisée. Vous la stockez, ça ne bouge pas. Au bout de 10 ans, vous ouvrez le sachet, ça marche exactement pareil. Gros avantage de ce produit-là, parce que c'est des produits qui sont stockés longtemps dans les abris. Donc, ils peuvent être stockés 5 ans, 10 ans, et au bout de 10 ans, ils doivent fonctionner comme s'ils étaient neufs. Ce qui est très, très difficile pour une batterie. Finalement, nous, on y arrive avec une pile à combustible. Donc, le sachet, il est sous vide. Alors, si je vous l'ouvre, je vous fais le truc en direct. Dedans, on a un sachet de poudre, et c'est ça qu'on met dans le réacteur. Ça réagit en présence d'eau. Ça réagit en 5 secondes. Le réacteur, c'est comme un thermos. Voilà, dedans, c'est vide, en l'occurrence. Et hop, on met le sachet dedans, on met de l'eau. Comme on pense à tout, on a un verre doseur avec le marquage et on dit, ben voilà, vous remplissez le verre jusque là et ça, vous le mettez dans le réacteur. Ça marche avec n'importe quelle eau, ça marche avec de l'eau de mer, ça marche avec de l'eau croupie, ça marche avec du vin, ça marche avec ce que vous voulez. Donc, vous pouvez n'importe quelle flotte dedans, ça va réagir et produire de l'hydrogène. On ferme l'objet. Voilà, donc il est connecté, le réacteur est connecté électriquement au générateur. L'alimentation en hydrogène, c'est un simple tuyau qui se branche également. Et une fois que la réaction a démarré, eh bien, pendant 1 heure, vous avez de l'électricité sur 2 types de prises, de l'USB et du 12 volts, qui est l'équivalent de l'allume-cigare que vous avez dans la voiture au final. Et donc, la promesse du produit est très très simple. Vous avez plus d'électricité, vous mettez un sachet, vous mettez de l'eau, vous avez 1 heure d'électricité. Quand ça s'arrête, vous remettez un sachet, vous avez à nouveau 1 heure, et ainsi de suite. Donc le produit est tellement simple qu'il n'y a pas de notice. Si vous voulez, la notice, c'est le synoptique qui est là en 6 étapes. C'est aussi le but était d'avoir un produit
qui puisse être utilisé par n'importe qui ne l'a jamais vu, et ça dans une situation de stress importante. Il n'y a même pas de bouton d'arrêt-démarrage, c'est la production d'hydrogène qui lance le démarrage de la pile à combustible, tout ça s'auto-débrouille. Et donc, on a un produit qui est assez rare. Il a été présenté à Toyota au Japon lundi dernier. Et donc, eux-mêmes ont fait la réflexion de dire mais c'est extrêmement rare d'avoir un produit qui utilise de la génération d'hydrogène par voie chimique. Enfin, il n'y en a pas d'autres en l'occurrence. Donc, il y a beaucoup d'innovations techniques dans le produit. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a beaucoup d'innovations techniques. Et aujourd'hui, c'est le seul produit qui est entièrement autonome où on livre des recharges par la poste. Parce que littéralement, c'est ce qu'on fait. Hein. Vous n'avez plus de sachets, vous en commandez, on vous les livre directement chez vous. Donc là, aujourd'hui, c'est intéressant. 12 distributeurs Japon, Chine, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Inde, Djibouti, Maroc en cours de signature, Brésil, les Antilles et les Caraïbes, les États-Unis, le Canada. Tous nos distributeurs ont un exemplaire, ils sont en train de faire la promotion de l'objet. Et on pense que les prochaines ventes, là, ça va arriver très incessamment sous peu. Donc, vous le savez, ça a été annoncé sur WICID. On a signé 2 contrats avec le Japon et la Chine. Et là, les prochaines, c'est sans doute le Vietnam. Parce qu'on a eu une réponse officieuse comme quoi le produit était validé par les services de secours civils. Et les Caraïbes également, parce qu'on est en négociation avec la Croix-Rouge, avec les Caraïbes, qui est une zone climatique compliquée. Vous le savez, il y a 2 mois d'ouragan aux Caraïbes. Voilà, donc un produit intéressant qui nous a permis d'énormément apprendre, et on est en production série, c'est-à-dire qu'on parle de produire maintenant en centaines d'exemplaires, donc c'est une phase d'apprentissage industriel très importante pour nous, et un produit qui devient emblématique à côté du vélo. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu, excusez-moi. Ouais, non mais parfait, Pierre, merci pour cette démonstration du trépied. On va passer aux questions-réponses. Alors, il y a déjà une grosse dizaine de questions à m'attendre. On va essayer de répondre à tout le monde. Et si jamais Pierre n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, tu auras une vidéo comme tu avais fait lors de la première. Voilà, alors ce que je me propose, c'est effectivement, pour pas qu'il y ait de frustration s'il y a trop de questions et qu'on n'a pas le temps d'y répondre à toutes, on va toutes les noter et je m'enregistrerai, je ferai une vidéo que je posterai ensuite sur YouTube. Vous aurez le lien sur WICID et je prendrai le temps de répondre de manière détaillée et pertinente à l'intégralité des questions. Je pense que c'est vraiment très important. Okay, merci. On va commencer avec les questions. Donc, on va commencer dans l'ordre. Une question de Pascal. Je te lis la question. Beaucoup d'industriels travaillent sur les piles à combustible depuis de nombreuses années. Pragma ne part-il pas avec une longueur de retard? Eh bien non, parce que nous aussi, on travaille dessus depuis de nombreuses années. En l'occurrence, on a créé Pragma Industries en 2004. Donc, à une époque où, quand on parlait de piles à combustible, on parlait de science-fiction à la plupart des gens. Hein. C'était très, très tôt. On est arrivé très tôt avec nos convictions. Et notre force, c'est d'avoir été résilient, c'est-à-dire d'avoir capté des marchés assez vite. On a vendu très très tôt des produits très spécifiques dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Donc on a toujours fait du chiffre d'affaires. Pas de marché en croissance, hein, clairement des marchés de niche il y a encore 10 ans. Et donc on a une expérience qui commence malgré la petite taille de l'entreprise, en fait on fait ça depuis 2004. Et aujourd'hui on est approché par des grands comptes. Vous voyez, on a été approché par Continental, par Bosch. On est en discussion avec Toyota pour une collaboration, alors que Toyota, c'est clairement la référence technologique mondiale, si vous voulez. Et ils nous disent, mais on aimerait bien travailler avec vous. Donc, on a prouvé qu'on savait faire des choses pertinentes, c'était mettre 300 vélos sur la route à l'échelle de Pragma Industries, avec nos moyens, en fait. C'est un défi qu'on a réalisé et qui commence à être reconnu. Donc, on a de l'expérience. 2, aujourd'hui, on a fait des recrutements depuis 1 an, là, qui sont des gens très, très expérimentés, comme je vous disais, qui viennent du monde automobile et automobile à pile à combustible. Donc, je considère que, malgré la petite taille de l'équipe, on a aussi des compétences très, très pointues qui commencent à être bien reconnues maintenant. Très bien. Une nouvelle question de Anthony. Alors, est-ce que votre hydrogène est produit à partir d'énergies décarbonées telles que les énergies renouvelables ou pas? Ce n'est pas toujours possible. Évidemment, c'est le but. C'est comme quand vous faites rouler une Tesla en Allemagne. Ok, elle est électrique, mais elle roule au charbon.
si vous le faites en Angleterre, elle est électrique aussi, mais elle roule au gaz naturel. Donc, c'est pas terrible en soi. Et l'hydrogène, c'est pareil. C'est finalement faire avancer un vélo à hydrogène avec de l'hydrogène gris, c'est-à-dire produit à partir de gaz naturel. C'est un vélo électrique, mais au gaz naturel, donc ça n'a pas de sens. Évidemment, le but et la logique de l'histoire, c'est d'utiliser de l'hydrogène vert. Il faut comprendre que ça se développe petit à petit, mais ces technologies ont besoin de massification, c'est-à-dire qu'il faut produire à une certaine échelle pour que ce soit compétitif. Imaginez produire de l'hydrogène vert chez soi pour 2 vélos, eh bien, le coût de l'équipement, ça a bien trop élevé pour faire avancer juste 2 vélos. Donc, on est en discussion aujourd'hui. Donc, on a des partenaires qui font ça. Et puis, on a des discussions avec Bouygues, avec Engie, avec Gaz de Bordeaux, avec tout un tas de gens qui se lancent dans des projets de production d'hydrogène vert. À chaque fois, l'idée, c'est on déploie des vélos à Bordeaux, on déploie à Biarritz, on déploie à Lille, on déploie dans un mois, on déploie des vélos dans le sud-est. Eh bien, d'où vient l'hydrogène? Est-ce qu'on a un partenaire localement qui est capable de nous fournir de l'hydrogène vert? Et sinon, est-ce qu'on est capable de faire venir un partenaire avec nous pour le déploiement des véhicules qui va installer la production d'hydrogène vert? C'est évidemment une priorité dans notre démarche. Okay, merci. On va poursuivre avec une question de Gérald. Bonsoir, si je comprends bien, vous souhaitez produire vous-même les stations de recherche d'hydrogène, quid de Dataway? Merci pour votre réponse. Tout à fait. Alors, notre problématique, c'est d'être trop... Aujourd'hui, les acteurs de l'hydrogène vont vers la massification. Et Attaway également. C'est-à-dire que Attaway, qui est notre partenaire fournisseur historique de stations, avec qui on a fait les premières stations, eh bien aujourd'hui, ils vont vers de la station automobile. Parce que c'est plus rentable pour eux, tout simplement. Donc, on a un problème, parce qu'une station automobile, vous n'allez pas la trouver en centre-ville. Vous allez la trouver sur le périphérique, sur la rocade ou sur une autoroute. Mais vous n'allez pas la trouver à côté du café de la Poste. Ça prend trop de place et ça coûte trop cher. Or, quand on est à vélo, eh bien, vous n'allez pas aller sur le périphérique pour faire le plein de votre vélo, c'est très peu probable. Donc, il faut des stations d'approvisionnement qui soient à proximité de votre lieu d'usage, dans un rayon de 500 mètres ou 1 km. Et tous les partenaires avec qui on a travaillé, donc on a travaillé avec Attaway, on a travaillé avec NanoSun, qui est un partenaire anglais, eh bien, ils amorcent quelque chose avec nous, mais assez rapidement, ils nous disent, bon, ben, finalement, on va aller sur de la forte puissance, donc le prix de la station pour vélo, elle va augmenter. Mais ça n'a pas de sens. Nous, on veut, au contraire, des choses qui diminuent en taille et qui sont toujours moins chères et qui font même pas 1 mètre carré, facile à poser. Donc malheureusement, c'est devenu difficile de travailler en partenariat pour faire ces stations. Et par contre, c'est de l'ingénierie assez simple. C'est-à-dire, pour le coup, ce n'est pas rocket science, c'est du tuyau et du savoir-faire, mais qui n'est pas inaccessible. Donc, on a recruté les bonnes compétences et on a trouvé les bons fournisseurs pour dire on va faire nos propres stations. Mais par contre, quand on va faire, on ne va pas les faire nous-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on fait les plans et après on sous-traite l'assemblage, hein, soyons clairs. On ne fabrique pas tout, mais par contre on conçoit. L'enjeu est d'être propriétaire des schémas. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va influer le prix de fabrication. Aujourd'hui, quand on fait notre station, on la pense pour des vélos, pour des triporteurs, des scooters. Donc elle est pensée pour être parfaitement adaptée à l'usage de cette mobilité du dernier kilomètre, cette mobilité urbaine. Et nous sommes très, très ambitieux sur les prix de vente, bien plus que le sont nos partenaires. Voilà, c'est comme quand Tesla déploie ses bornes électriques. Hein, ils déploient des bornes électriques eux-mêmes pour aller plus vite, pour être au bon prix, pour être flexible, pour répondre mieux aux besoins du client. Et bien, finalement, on fait la même chose. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les bornes d'Attaway sont à 75 000 €. Vous comprenez bien qu'au niveau d'une agglomération de 20 000 habitants, 75 000 €, j'en déploie même pas une seule. Par contre, j'ai en négociation 3 bornes à Biarritz. Et parce qu'elles sont au bon prix. Et elles sont au bon prix parce qu'on fait l'effort de les faire nous-mêmes. Voilà l'explication. Donc, il y a des choses sur lesquelles on travaille avec des partenaires, mais c'est finalement les grosses nourrices d'hydrogène, de production d'hydrogène vert. Eh bien, merci Pierre. Donc, aujourd'hui, vous disposez de tréquis et de vélos commercialisables et commercialisés. Et donc, une question d'Anthony. Quelles sont vos marges de manœuvre pour augmenter l'autonomie de vos batteries et alléger le poids total de vos vélos? Elle est énorme, cette marge de manœuvre, parce qu'on est au tout début de l'histoire. Donc, aujourd'hui, le vélo, il fait la prochaine version fait 29 kg pour 200 km d'autonomie, à peu près.
probablement un peu plus de 200 km d'autonomie. Donc ça commence à être très très bon, mais on est au début de l'ingénierie, si vous voulez, dans le parcours aujourd'hui, le vélo il est conçu pour être fiable, répondre parfaitement aux besoins, ne pas tomber en panne. Il y a tout un tas de fonctionnalités comme de la communication à distance qui nous sont très utiles. Donc il est conçu pour être vraiment très très fiable. Et après, on va attaquer la notion de masse, hein, par exemple, de poids et d'encombrement. Aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est plutôt le prix, et demain, ça sera le poids. Moi, en tant qu'ingénieur, vous me demandez où est-ce qu'on peut aller. Aujourd'hui, 200 km d'autonomie, on peut aller au-delà. C'est-à-dire je pense qu'on peut viser les 250 km d'autonomie, voire un peu plus. Et en termes de poids, aujourd'hui, le vélo qui fait 29 kg, je subodore qu'on peut le descendre à 21-22 kg. À terme, pas demain, à terme. Voilà. Un vélo d'une vingtaine de kilos on doit pouvoir approcher les 300 km d'autonomie. Avec une bonne... mais ça, c'est mon feeling d'ingénieur, si vous voulez, qui fait ça depuis un certain nombre d'années. Très bien. Une nouvelle question. Je réponds juste à une question qui n'est absolument pas posée, mais des gens se la posent. C'est à quoi ça sert un vélo qui a 250 km d'autonomie? Parce que souvent, on me dit, mais moi, quand je prends mon vélo le dimanche matin, je ne fais pas 250 km. C'est tout à fait exact. Rares sont les gens qui font 250 km dans la journée, mais par contre, ça a deux avantages, la commodité et le modèle économique. En fait, la commodité, elle est assez simple, hein, c'est-à-dire quand vous avez une très grande autonomie sur votre vélo électrique, la recharge, vous n'y pensez même pas. 200 km d'autonomie, vous faites le plein 2 fois par mois, en moyenne. Donc, entre deux pleins, c'est comme votre voiture, finalement, vous ne vous dites pas tous les jours, il faut que je passe à la pompe, il faut que je passe à la pompe, absolument. Non, vous dites, je dois passer à la pompe quand je suis sur la réserve, finalement. Donc, vous diminuez la charge mentale. Ce n'est plus un sujet quand vous prenez votre vélo. Et la deuxième chose, c'est évidemment au bénéfice du modèle économique, parce que vous avez vu que dans le modèle économique, il y a de la rotation d'hydrogène. Il faut distribuer cet hydrogène. Plus les véhicules ont une autonomie importante, moins ils font le plein souvent, moins on fait de rotation entre la station et le vélo et de distribution d'hydrogène. Et donc, ça diminue le coût de l'hydrogène livré. Donc, plus les véhicules ont une autonomie importante, mieux c'est en termes de modèle économique de distribution d'hydrogène. Voilà, je finis mon aparté. Merci pour cette précision. Une nouvelle question concernant toujours les vélos. Pouvez-vous nous expliquer comment on opère un vélo avec une pile à combustible et à partir de quelle taille de flotte en kilowatts, par exemple, peut-on installer une pompe à hydrogène pour une entreprise? Typiquement, en fait, nous, on a 3 modèles. On a une espèce de petit système qui s'adresse aux gens qui ont 1 ou 2 vélos dans les entreprises. Donc, ils ont une bouteille d'hydrogène et on a un tuyau de transvasement. Ça coûte vraiment pas cher. Ça, c'est très adapté dès que vous avez un vélo. De 1 à 5, on va dire qu'on a une solution. Et vous commencez à penser à une borne à hydrogène entre 5 et 10 vélos en exploitation. Là, ça vaut le coup de poser une borne sur le parking de l'entreprise, typiquement. Et après, le vélo en tant que tel, c'est un vélo électrique. Donc, il est, en fait, pour l'usager, il fonctionne comme n'importe quel autre vélo à assistance électrique parce qu'il est réglementaire, il est homologué. C'est un véhicule homologué comme tous les vélos électriques que vous voyez dans la rue. Donc, il fonctionne pareil. Ça veut dire qu'il y a des contraintes. Il est limité à 250 watts de puissance moteur. L'assistance électrique se coupe à partir de 25 km/h. Voilà, ce genre de choses. Mais comme n'importe quel autre, pour un usager lambda, vous dites essaye le vélo électrique à hydrogène, et il revient, il dit ok, ça marche comme un vélo électrique, c'est pareil. Ce qui fait la différence, c'est finalement le choix du moteur, de selle, le confort, voilà, qui sont des choix d'accessoires. Plus les accessoires sont haut de gamme, plus le vélo est confortable. Ok, merci Pierre. Donc là, on a eu pas mal de questions sur les vélos, mais là, on va passer aux questions sur le tri-prix. Alors, il y en a plusieurs. Alors, on a 2 questions qui se rejoignent. Question d'Anthony et d'Alexandre. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre technologie de groupe électrogène de secours à l'hydrogène en poudre? Et la question d'Alexandre. Bonjour, merci pour la présentation. Pourriez-vous nous parler de l'hydrogène en poudre pour la recharge? Absolument. Donc, cet hydrogène en poudre, alors ce n'est pas de l'hydrogène en poudre. C'est un petit peu... techniquement, ça me fait mal au cœur de dire de l'hydrogène en poudre, mais tout le monde comprend. En fait, il n'y a pas d'hydrogène là-dedans. Ça, c'est ininflammable.
C'est un mélange, alors je peux dire ce que c'est un mélange d'aluminium et de silicium. Qu'est-ce qui se passe en présence des bons catalyseurs quand on met de l'aluminium, du silicium, du fer ou du magnésium au contact de l'eau? Ce sont des matériaux qui s'oxydent. Donc, une fois dans l'eau, ils s'oxydent, c'est-à-dire qu'ils absorbent les atomes d'oxygène. D'où viennent les atomes d'oxygène? Ils viennent de la molécule d'eau. L'eau, c'est H2O. Si on lui prend les atomes d'oxygène, qu'est-ce qu'il reste? H2. Donc ça absorbe l'oxygène et ça casse la molécule d'eau en deux, ça libère les atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. C'est aussi simple que ça. Donc quand vous le mettez dans l'eau, c'est un petit peu dommage, j'ai pas prévu... Attendez, en live. Pardon, j'avais pas du tout prévu ça, mais il se trouve que j'ai un fond d'eau dans la carafe, donc on va faire l'expérience en même temps. Donc on met le sachet dans l'eau, on attend quelques secondes. Voilà, et c'est de l'hydrogène. Donc ça fait de la fumée, mais la fumée c'est de la vapeur d'eau. Hein, ça n'est pas d'odeur, c'est juste de la vapeur d'eau. Donc il s'est gonflé, donc maintenant, c'est couillon, on ne voit plus les bulles d'eau parce qu'il faudrait que je le pousse dans l'eau pour qu'on voit qu'il bulle. Je ne sais pas si on le voit buller, pas trop, ouais, un petit peu, voilà. Donc ça c'est de l'hydrogène et ça va buller pendant 1 heure. Le sachet est conçu pour délivrer de l'hydrogène à un débit le plus constant possible pendant 1 heure. Hop, je vais mettre ça par là. Donc vous avez vu, démonstration en live, ça marche, ça produit bien de l'hydrogène. Et alors ce qui est vachement intéressant avec ce produit, donc c'est un mélange d'aluminium-silicium, donc c'est non toxique et non polluant au départ, et 2, à l'arrivée, vous avez des oxydes. Ce sont des produits naturels. L'oxyde d'aluminium, c'est de l'alumine, c'est un truc qu'on trouve dans la terre, et l'oxyde de silicium, c'est du sable, c'est du quartz. Donc à la fin, vous avez de l'alumine et du sable dans le sachet. C'est un déchet ménager classique qui se met à la poubelle. Donc, et ni le produit de départ, ni le produit d'arrivée ne sont ni toxiques ni inflammables. C'est pour ça qu'on peut les transporter facilement par avion. Ok, merci. Du coup, Pierre, tu as répondu à 2 questions. C'était une question de Pascal. Quel est l'objectif d'autonomie du trekking? Donc, c'est 1 heure, j'ai bien compris. Un sachet, 1 heure. Si vous voulez fonctionner 2 heures, vous remplacez le sachet, vous mettez un deuxième sachet, c'est aussi simple que ça. C'est facile. Et une deuxième question de Romy. Est-ce que le sachet de poudre usée est polluant? Quel est son coût? Alors, le coût de la matière, aujourd'hui, il est très faible. Le coût matériau dans le sachet, il est de l'ordre de moins de 1 euro. Donc, c'est vraiment pas très cher. Le coût ce sont des matériaux assez courants, l'aluminium et le silicium, et les catalyseurs qui sont dedans aussi. Par contre, ce qui coûte cher, c'est l'emballage. Comme on fabrique ce sachet, le sachet lui-même est très technique. Le sachet blanc, il a l'air de rien comme ça. Ça a l'air d'un petit truc en plastique, mais en fait, le sachet, il est ultra technique. Et donc, il coûte déjà, lui tout seul, il coûte pas loin de 2 euros. Et l'emballage, après, coûte presque 2 euros par sachet. C'est-à-dire comment on fait pour mettre le sachet la poudre dans le sachet et comment on ferme. Et ça, c'est parce qu'on le fait à petite échelle et c'est fait à la main aujourd'hui. Concrètement, on a quelqu'un qui, à la main, met de la poudre dans le sachet et puis presse à chaud. Donc, ce n'est pas encore mécanisé. C'est fait à Lyon par un partenaire et on est sur une production qui n'est pas du tout mécanisée. Donc, il faut atteindre des échelles qui sont de l'ordre de 100 000 à 150 000 sachets par an pour commencer à mécaniser les procédés et faire baisser le coût. Donc, il y a des planchers qui sont le prix de la matière première et le prix du sachet. Et ce plancher, il est de l'ordre de 2 euros. Et après, le procédé dépend de l'échelle de fabrication. Si on parle, par exemple, de fabrication de pots de yaourt, c'est pareil. S'il y avait quelqu'un qui devait fermer le pot de yaourt à la main, le pot de yaourt, il serait beaucoup plus cher. Donc, heureusement, c'est fait sur machine en grande quantité. Voilà. D'ailleurs, sur ce sachet-là, est-ce qu'il est prévu de générer du chiffre d'affaires récurrent grâce à la vente des sachets? On vend les sachets. Hein. C'est-à-dire que donc, là, on a un trekkie qui est vendu avec 75 sachets. Alors, ça dépend des négociations avec les clients, mais typiquement, de base, il y a entre 50 et 75 sachets qui sont livrés avec le trekkie, qui sont inclus dans le prix. Mais après, il faut faire du réassort. Et quand il faut faire du réassort, ils appellent Pragma Industries et évidemment, ça fait du chiffre d'affaires. C'est comme du Nespresso. Et si je pouvais devenir, si Pragma Industries pouvait devenir aussi successful que Nespresso, ça serait super. On pourrait se payer George Clooney pour faire de la pub.
Mais c'est un business intéressant parce qu'effectivement, il y a un produit récurrent. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et dernière question sur le trépied de Pascal. Les innovations techniques du trépied sont-elles couvertes par des brevets? Oui, tout à fait. Il y a 2 brevets aujourd'hui déposés et on est en train d'en déposer 2 autres et un troisième peut-être, mais il est moins évident à poser. Donc là, aujourd'hui, 2 brevets, plus 2 en cours de préparation et peut-être un 5e, mais ce n'est pas sûr. Merci Pierre. Une question de Jenna concernant des potentiels partenariats. Est-ce que vous avez un partenariat avec des grands groupes gaziers comme par exemple un français Air Liquide? Non, et surtout pas, j'ai envie de dire. On a travaillé, on connaît, c'est un petit milieu, hein, donc on connaît très bien les gens d'Air Liquide, ils sont très compétents. On connaît très bien les gens d'Engie également, puisqu'on a beaucoup travaillé avec eux. Vous savez que c'est eux qui ont été partenaires sur le G7. On a déployé 200 vélos en 2019 à Biarritz pour le G7. C'était une super opération, c'était incroyable. On avait 200 vélos qui sont sortis du hangar d'un coup et mis en service avec des journalistes. Et pas une panne, enfin, ça a marché comme sur des roulettes. Donc là, Engie était là aussi pour fournir de l'hydrogène et accessoirement fournir un peu plus d'1 million d'euros pour acheter les vélos, donc ce n'était pas anodin. Mais on sait aussi quelles sont les limites de l'exercice. C'est-à-dire que ce sont des gens très compétents, mais le processus décisionnel dans ces grands groupes est très hiérarchique et très, très long. Et donc, ce sont des gens qui ont une vision stratégique qui est la leur, qui correspond à leur position de grand groupe, une temporalité qui est la leur aussi, mais qui est malheureusement pas la nôtre. Donc, est-ce qu'on a des partenariats avec des grands groupes? Il y en a en négociation aujourd'hui, mais pas forcément avec les grands énergéticiens que vous connaissez. Parce qu'en fait, notre expérience nous a montré que les outsiders sont souvent de meilleurs partenaires. Parce qu'un outsider, il arrive et il vient challenger une situation et il a des positions beaucoup plus rapides, beaucoup plus tranchées et souvent beaucoup plus innovantes et intéressantes. Donc, en termes de partenariat grand groupe, on travaille avec des grands noms que vous connaissez, mais pas forcément ceux de l'hydrogène que vous connaissez. Et on verra ce que ça donne. Je pense que ça va donner de bons résultats. Merci pour ces réponses. Une question plus sur l'aspect production. Aujourd'hui, qui réalise les piles à combustible et les vélos? Est-ce que c'est Pragma ou est-ce que la production est sous-traitée? La pile à combustible, ça c'est fait chez nous entièrement. Donc on conçoit tout. C'est-à-dire le vélo est conçu par Pragma, la pile à combustible aussi, l'électronique aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont conçues par Pragma. Par contre, on ne fabrique pas tout nous-mêmes. Ça n'aurait pas de sens parce que fabriquer un vélo, c'est un métier et des compétences qui ne sont pas les nôtres. Donc aujourd'hui, on fabrique la pile à combustible chez nous et je vous ferai une petite visite virtuelle. Voilà, ça me donne une idée pour la vidéo que je mettrai en ligne où je répondrai aux autres questions. Je ferai une visite virtuelle du laboratoire et de la pièce où on assemble les piles à combustible. Par contre, les vélos, ils sont fabriqués à Lannemezan, à côté de Toulouse, dans un atelier dont c'est la spécialité, assembler des vélos. Merci. Une question toujours en parallèle avec la production de Jean-Marc. Allez-vous travailler avec AICO, donc dossier financé récemment sur le site? Oui, on connaît les gens d'AICO depuis leur tout début. Je crois que le premier contact qu'on a eu avec AICO, c'était ils étaient encore au stade, la société n'était pas encore créée. Je crois que c'était il y a 5-6 ans au moins. Donc, on les connaît depuis longtemps. Ils ont une super techno. Ils ont vraiment une super techno. Et je dis pas ça parce qu'ils sont sur WeSeed. Je dis ils ont une super techno. Donc, c'est un composant très intéressant des piles à combustible. Et on est en partenariat avec eux sur un projet aéronautique pour un drone. Et en fait, en pratique, leur technologie de matériaux permet de réduire. Bon, pour ceux qui se sont intéressés aux produits AICO, en fait, c'est ce qu'on appelle des plaques bipolaires. C'est du graphite pour des plaques bipolaires et c'est un truc qui est interstitiel dans une pile à combustible et il y a plusieurs couches. Et leur produit et leur techno est vraiment intéressante pour baisser le coût, avoir un facteur de forme plus précis sur ces pièces-là et être plus léger, avoir moins de matière. Donc imaginez bien que sur un drone, eh bien, il faut être le plus léger possible. Donc c'est très très intéressant. Donc on est en partenariat avec eux sur un projet qui s'appelle Mangabi, qui vient d'être validé par la région Occitanie. Et voilà, et dans tous les cas, on avait dit qu'on travaillerait ensemble et on va commencer d'ici la fin de l'année.
Ok, merci Pierre. Ensuite, on a une question d'Henri. Alors, je vais la poser, mais c'est plutôt pour Henri, si vous pouvez la reformuler, parce que je ne pense pas bien la saisir. Bonsoir, est-il possible de devenir actionnaire de Pragma à la sortie de la WICAP? Voilà, si vous pouviez reformuler ou préciser votre question pour qu'on puisse y répondre. Ensuite, une autre question sur laquelle je vais répondre aussi. Question de Thierry. Quel est votre business plan en termes de chiffre d'affaires pour les 5 prochaines années? Toutes ces informations-là, notamment au niveau financier, sont disponibles sur la page du site. Donc, il y a un onglet, un document plutôt business plan qui présente toutes ces informations-là. Donc, ce sera plus simple pour vous de consulter ce document-là, d'avoir les informations sous les yeux. Mais peut-être pour compléter cette question, Pierre, vous pouvez parler du pipe en cours, une évaluation, si c'est possible, si ce n'est pas trop confidentiel. Non, c'est vraiment pas confidentiel. Donc, en fait, le business plan, il a été construit sur nos produits en propre. Parce qu'il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est faire de la pub pour une pile à combustible. Ça a l'air idiot à dire, mais si j'avais que la pile à combustible, je dirais, mais comment je market une pile à combustible? À qui je m'adresse? À quel constructeur de vélo ou de groupe électrogène? Je ne sais pas faire ça. Par contre, un vélo, je sais le vendre. Un groupe électrogène comme ça, je sais le vendre. Je sais faire le packaging de la boîte que vous avez vu. Je sais trouver des distributeurs, négocier les prix parce qu'on parle d'un produit fini. Donc, dès qu'on parle d'un produit fini, c'est beaucoup plus simple de dimensionner le marché, d'aller chercher les zones où c'est intéressant, etc. Donc, le business plan, il a une particularité qui vous est présentée, c'est qu'il ne contient que finalement le business sur les vélos et sur les ventes de trekkie. Or, comme vous l'avez compris dans la présentation, on a aussi un positionnement d'équipementier. C'est-à-dire, on se place, par exemple, je vous l'ai dit, on travaille avec Tata Power en Inde et on vend des piles à combustible à Tata Power. Ça, ce n'est pas dans le business plan. Tout simplement parce que c'est Tata Power qui a le marché. Donc aujourd'hui, ils nous achètent quelques piles à combustible. Peut-être que demain, ils en achèteront 10 000 parce que leur produit sera prêt et ils seront sur le marché, mais je ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que ce n'est pas dans ma temporalité. C'est-à-dire je ne suis pas capable de dire demain, Tata, ils en vendent 10 000. Peut-être que ça prendra 2 ans ou 3 ans et qu'en attendant, on leur a vendu 10 ou 20 piles à combustible. Donc, la problématique, c'est maîtriser le time to market, c'est-à-dire le délai pour rentrer sur le marché. En tant qu'équipementier, je ne le maîtrise pas. Ça dépend des gens qui font l'application. Donc, on a fait des choix qui sont assez radicaux, c'est-à-dire dans le business plan, on ne présente pas de produits où on ne maîtrise pas le time to market. C'est-à-dire qu'on ne présente que nos produits en propre, finalement, où on est au contact du marché. Alors que normalement, et donc ça fait déjà des business plans qui sont pas mal, hein, alors que normalement, en fait, si on est équipementier et qu'on rencontre le succès que l'on recherche, finalement, le principal du chiffre d'affaires, il sera fait parce que je vends des piles à combustible à un fabricant de groupes électrogènes en Inde, de tuk-tuk, de scooters ou Sagemcom ou Safran. On a des pourparlers avec Safran aussi pour des applications aéro. Si on est bon, si on fait bien notre job d'équipementier, c'est là que sera le plus gros du chiffre d'affaires, mais je ne sais pas le modéliser et je ne sais pas le prédire, malheureusement. Donc voilà, je vous explique comment est construit notre BP, notre business plan. C'est clair, clair. Alors, une question qui revient souvent quand on parle de l'hydrogène, sera-t-il difficile de démocratiser l'hydrogène chez les particuliers par rapport aux dangers potentiels d'explosion? Ah non, pas du tout. L'hydrogène, ce n'est pas dangereux. Là, je vous ai fait de l'hydrogène devant moi dans une carafe d'eau qui traînait sur la table. Voilà. En fait, les gens associent beaucoup la notion de danger à l'hydrogène parce que c'est un gaz inflammable. Et c'est vrai. Et alors, quand vous allez chercher votre bouteille de but-à-gaz au Leclerc pour le barbecue, finalement, vous ne dites pas c'est super dangereux. Non, c'est un produit combustible. Donc, il doit être traité comme tel. C'est aussi simple que ça. Vous ne fumez pas quand vous faites le plein de votre voiture parce que vous savez que vous mettez un produit combustible dans le réservoir. Donc l'hydrogène, c'est un produit combustible, mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est un gaz qui est très sécurisé à manipuler. Il est non toxique et il est non cancérigène. Donc déjà, quand il y a une fuite, ça ne va pas affecter votre santé. Ça, c'est important. Et ensuite, c'est un gaz qui se dissout très très vite dans l'air. Il est ultra volatile. C'est-à-dire, dès qu'il y a une fuite, ça se disperse tellement vite que finalement, vous n'avez plus les concentrations nécessaires pour qu'il y ait une explosion ou une combustion. Par contre, le danger, c'est la pression. Dans un réservoir de vélo, on est quand même à 300 bars. 300 bars, c'est 1,5 fois la pression d'une bouteille de plongée.
Donc, c'est une pression importante et on est sur un véhicule. Donc, en cas de choc, le réservoir ne doit pas se casser. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas un risque de combustion, c'est un risque d'éclatement. C'est-à-dire, si votre réservoir il éclate à 300 bars et il fait des morceaux, ces morceaux, ils risquent de tuer des gens parce qu'ils partent comme des bouts d'une grenade. Donc, les réservoirs sont prévus pour être virtuellement indestructibles. C'est-à-dire que les essais sur le vélo, enfin sur le réservoir du vélo, avant d'abîmer le réservoir, il faut littéralement pulvériser le vélo. Et ça vaut pour n'importe quelle autre application qu'on fait. C'est-à-dire que si jamais vous deviez être pris dans un accident où le réservoir d'hydrogène serait un tant soit peu abîmé, vous serez tué par le choc de l'accident. C'est une certitude. Vous serez passé sous un train, en grosso modo. Donc, ce ne sera pas le réservoir votre problème à ce moment-là, ça sera plutôt le train. Donc, il faut casser le mythe du danger de l'hydrogène. On est tenu par des règles de sécurité qui sont extrêmement strictes, extrêmement sévères. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de risques à avoir un vélo à hydrogène dans votre garage ou dans votre cave qu'à charger une batterie au lithium dans votre salon. Je le dis. Hein. Avoir un vélo à hydrogène dans le garage, moi j'en ai 100 là, dans le stock dans le garage, aucun problème. Hein. Par contre, charger une batterie au lithium, bah, vous savez que de temps en temps, ça peut s'auto-enflammer par un court-circuit. Donc il est moins, j'insiste là-dessus, il est moins dangereux d'avoir un vélo à hydrogène dans son garage que de recharger une batterie électrique dans son garage. Le risque incendie, il est beaucoup plus fort avec la batterie qu'avec le vélo à hydrogène. Donc il n'y a pas de problème en termes de pénétration du secteur grand public. Et, je vous l'ai dit, on prépare une offre pour le grand public qu'on va d'abord tester chez nous à Biarritz, parce que c'est plus simple, c'est à côté de chez nous, et qu'ensuite on va étendre un peu partout en France, et c'est pour le grand public. Et il n'y a aucun problème de sécurité. Super, merci Pierre. Alors on se rapproche de la fin du live, mais il reste 4 questions, donc je pense qu'on devrait pouvoir répondre à tout le monde. Première question de Pascal. Et la patinette à hydrogène, est-ce que vous avez prévu de vous développer sur les trottinettes à hydrogène? Alors, on m'en a fait la demande. Il y a 2 types de patinettes. Hein. Il y a vraiment les tout petits trucs et puis des patinettes un peu plus grosses. Donc, il faut quand même loger quelque part un réservoir d'hydrogène, une pile à combustible. Donc, c'est assez difficile sur une patinette parce que le facteur forme du véhicule est très contraignant. C'est genre un skate avec un tube pour faire le guidon. Donc, le facteur forme est très difficile. C'est vraiment pas mon application privilégiée pour ça. Et aujourd'hui, on a reçu peut-être 1 ou 2 demandes de constructeurs pour des patinettes. C'est pas là qu'est le principal de notre demande. Le principal des demandes commerciales, elles vont vers des puissances plus importantes. Typiquement, un scooter 50 cm3 et un scooter 125. Okay. Donc, il n'est pas prévu de faire une patinette à hydrogène, pour répondre clairement à la question. Ensuite, l'autre question. On a un décideur qui aimerait savoir comment Pragma et la technologie à hydrogène vont arriver à concurrencer le vélo électrique. C'est une très bonne question. Pour concurrencer le vélo électrique, il faut déjà qu'on soit à un prix d'usage qui soit similaire. Il ne faut pas que ce soit 100 fois plus cher d'utiliser un vélo à hydrogène. Il faut que ce soit au même prix, peu ou prou, même gamme de prix. À 89 € par mois, on est aux mêmes gammes de prix qu'un bon vélo électrique que vous louez mensuellement par Crédit Bail. Donc, à 89 € par mois, à TTC, on est au même prix. Ensuite, ce qui va faire la différence, c'est la commodité. Il y a beaucoup de choses en fait que l'on adopte par commodité. Par exemple, j'ai parlé de Nespresso tout à l'heure, le café en capsule, donc c'est très bon, mais c'est aussi très commode. Pour les gens qui sont célibataires, vous n'avez pas à vous faire toute une cafetière de café filtre le matin, vous mettez une dosette et puis c'est simple, voilà, donc c'est très commode. Vous payez 40 fois plus cher que le café filtre, mais c'est commode. La bouteille d'eau, vous payez 1000 fois plus cher que l'eau au robinet, mais c'est commode. L'essence, pour la petite histoire, pardon, je prends 2 minutes parce que celle-là elle est bonne. Pourquoi aujourd'hui on conduit des voitures à essence plutôt que des voitures électriques? Il faut savoir que en début du 20e siècle, en 1900, sur le territoire américain, il y avait à peu près autant de voitures électriques que de voitures thermiques sur le territoire. Le marché, c'était 50-50. C'était un marché de quelques milliers d'exemplaires. Hein. Il faut se remettre à l'année 1900. Il faut se remettre à l'époque où c'était pas loin d'être une carriole, le truc tiré par des chevaux. On avait juste enlevé les chevaux, hein, c'est tout. Mais
deux technologies. L'électrique, propre, bon, pas beaucoup d'autonomie, mais propre et fiable, et ça fume pas, et c'est pas, voilà, c'est pas salissant, ça vibre pas, donc plutôt confortable à utiliser. Et à côté, la voiture de Benz, qui était une carriole avec un moteur, ça pétaradait, ça fumait, ça tombait en panne tout le temps, l'autonomie n'était pas terrible, ça consommait autant d'huile que d'essence, enfin, en termes d'usage, ça n'avait que des inconvénients par rapport à l'électrique. Et pourtant, c'est ça qu'on conduit aujourd'hui. Pourquoi? Pour une raison, c'est que les drugstores aux États-Unis, les pharmaciens, se sont dit, mais attends, il y a des carrioles à pétrole qui roulent devant chez moi, je vais vendre de l'essence. Et donc, les drugstores se sont mis à vendre des gallons d'essence au coin de la rue, littéralement. Et il est devenu très simple pour les gens qui avaient une voiture à essence de faire le plein. Et c'est ça qui a fait que la voiture à essence a pris le pas sur la voiture électrique en 1905, un truc comme ça, sur juste la commodité de la recharge. Donc, l'enjeu, finalement, si on veut prendre des parts de marché, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le focus de notre stratégie. Si on veut rentrer sur le marché, il faut deux choses. Être au bon prix et être commode à utiliser. Qu'est-ce qui va faire qu'un vélo électrique, il est plus commode, un vélo électrique hydrogène, il est plus commode qu'un vélo électrique à batterie? C'est qu'on va vous dire, finalement, vous n'avez plus à sortir la batterie de 4 kg et la monter en haut des escaliers dans votre appartement pour la recharger. Vous n'avez plus à penser à recharger votre batterie tous les jours ou tous les 2 jours. Votre vélo à hydrogène, vous allez le charger une fois toutes les 2 semaines. Ça va prendre 1 minute et vous allez le faire en allant au travail. À côté du café, sur la route, il y a une borne au 8 à 8 au Carrefour Market. Vous arrêtez, vous branchez le vélo, ça prend 1 minute, vous repartez. Donc en fait, la gestion de l'énergie devient plus commode. Et on a même un modèle où on livre l'hydrogène directement sur le point d'usage du vélo, c'est-à-dire qu'on a une petite carriole qui fait la tournée de l'étier et qui vient faire le plein des vélos là où ils sont, sur votre lieu de travail ou sur votre lieu d'habitation. Et ça, c'est la promesse ultime, c'est-à-dire 89 € par mois, vous avez un vélo, vous avez l'entretien de ce vélo inclus, et vous n'avez même plus à penser à le recharger. C'est quelqu'un qui vient là où est le vélo le recharger pour vous, parce qu'il sait quand vous êtes sur la réserve. Voilà, commodité. C'est grâce à ça qu'on rentrera sur le marché. Eh bien, Pierre, alors, concernant plus la sortie, avez-vous envisagé une introduction en bourse? Et on a une seconde question, mais qui est également liée à la sortie. Quelle est la stratégie de rémunération des futurs petits actionnaires? J'imagine qu'on entend par là dividendes, comment on sort de la WCAP et de Pragma Industries. Qu'est-ce qui est envisagé en termes de sortie? Alors, aujourd'hui, on ne verse pas de dividendes. Il faut le savoir. Notre logique par rapport à ça, c'est d'investir. Investir dans les actifs de l'entreprise. Parce que la plus-value, elle va se faire à la sortie. Et il y a deux options. Soit on est racheté. On est racheté et ça sera principalement une sortie industrielle, c'est-à-dire on est racheté par un groupe industriel pour ce que l'on fait et pour nos actifs et pour les marchés qu'on aura réussi à déverrouiller. Soit on fait une entrée en bourse. L'entrée en bourse est très séduisante. D'une part, on a déjà des contacts avec Euronext, donc on a déjà fait un petit parcours pour tester l'appétence. Donc on a rencontré des partenaires stratégiques d'investissement, on a rencontré Euronext et on a testé un petit peu notre capacité à aller sur le marché boursier des small caps. On sait que c'est faisable. Ça va nous demander un petit peu de travail quant à la structuration de l'entreprise parce qu'on n'est pas aujourd'hui suffisamment organisé pour faire du reporting comme il faudrait pour la bourse. Donc on y travaille. On a notamment Alexandra qui nous rejoint en tant que responsable financière et qui va avoir un rôle clé là-dedans. Il n'est pas impossible, en fonction de la croissance que l'on souhaite avoir là, dans les 24 prochains mois, qu'on fasse le choix d'une introduction en bourse. Et dans ce cas-là, ça sera évidemment une option royale pour la sortie des actionnaires historiques, dont les WICAP. Sinon, il faudra attendre la vente de Pragma Industries, et ça sera probablement un industriel, et j'aimerais que ce soit fait dans les 5 ans. Merci Pierre. Alors on avait terminé les questions, mais il y en a deux qui sont arrivées un peu sur la fin. Donc on va te les poser et après on clôturera le live. Je te les pose en même temps. Première question, l'amélioration attendue des performances des batteries n'est-elle pas un risque pour votre techno? Quel est l'avantage de la pile à combustible par rapport à la batterie, hors autonomie? Et la dernière question,
d'Olivier. Avez-vous des contacts commerciaux pour vos vélos à l'international? Ok, donc la première, c'est l'avantage de la pile sur la batterie. Alors, bon, vous avez compris, l'autonomie, c'est un avantage parce que l'hydrogène, c'est super dense énergétiquement, etc. Donc la pile à combustible, elle a plusieurs avantages. La première, c'est sa longévité. Aujourd'hui, nous, on a des piles où on est capable de durer plus de 10 ans sur un vélo, ce qui n'est absolument pas le cas d'une batterie. Donc, longévité, ça, c'est le premier avantage. 2, la pile à combustible sera moins chère que la batterie, à terme. Et ça, je peux vous le certifier. Aujourd'hui, c'est plus cher. Mais c'est plus cher parce que si on se replace, en fait, il y a 20 ans, et par rapport au prix du lithium il y a 20 ans, non, le lithium était très cher il y a 20 ans. Les batteries au lithium, elles ont énormément baissé, mais elles ont baissé parce que, et leurs performances ont augmenté également, parce que l'échelle de production a changé. Aujourd'hui, l'échelle de production des batteries au lithium, c'est quelque chose de stratosphérique. C'est un truc de dingue. N'importe quelle usine, ça sort 5 millions de cellules par jour. Bref. Donc, les économies d'échelle sont très importantes. Mais la pile à combustible sera moins chère. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'une batterie au lithium, à peu près 4/5 de son poids, c'est des métaux. Parmi ces métaux, on trouve donc du lithium, évidemment. Dans certaines technos, c'est fer, phosphate, manganèse. Dans d'autres, c'est nickel, cobalt, manganèse. Et ces métaux, ils coûtent cher. Et plus la demande augmente, plus le prix des métaux augmente. Ça, c'est la première chose. Dans une pile à combustible, donc, prenons l'exemple d'une Tesla, par exemple. Donc, une batterie de Tesla, c'est une demi-tonne, 400 kg de métaux. Une pile à combustible de voiture, 35 grammes de platine. Donc, le platine, il vaut cher. Hein. C'est un métal qui coûte cher, mais il n'y en a que 35 grammes par rapport à 400 kg dans une batterie. Donc, c'est même pas comparable. Et le platine, en plus, on le recycle facilement. Contrairement à tout le reste d'une batterie, le platine, on en récupère plus de 95% en fin de vie de la pile à combustible. Donc, en plus, c'est quelque chose qui se recycle bien. Et pour pas très cher. Donc, aujourd'hui, si on compare une batterie au lithium, allez, 30%, entre 20 et 30% du prix de la batterie au lithium, c'est du procédé de transformation. Et 70 à 80%, c'est du coût de matière. Donc aujourd'hui, pour faire baisser le prix de la batterie au lithium, c'est un problème parce que c'est un problème de coût de la matière brute. Les procédés, ils coûtent déjà quasiment plus rien tellement les échelles de production sont grandes. Une pile à combustible, c'est l'inverse. Il y a entre 20 et 30% de coût de matière et entre 70 et 80% de coût de procédé. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, une pile à combustible, si on augmente les échelles de production, finalement, les prix des procédés vont baisser et au final, on a moins de coûts de matière que dans une batterie au lithium. Donc, ma conviction, c'est que si les marchés s'ouvrent et que les échelles de production augmentent, eh bien, mécaniquement, une pile à combustible sera moins chère qu'une batterie. Tout simplement parce qu'il y a moins de métaux, moins de matière coûteuse dedans. Donc, ça, c'est l'avantage. Et puis, sans parler évidemment de l'avantage environnemental. 400 kg de métaux, 35 grammes de métaux. Voilà, il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre que dans un cas, il faut creuser beaucoup plus la terre et que c'est beaucoup plus polluant que dans l'autre cas. C'est aussi simple que ça. Et est-ce qu'on a des commerciaux à l'international? Voilà, excusez-moi, j'ai mis du temps à raccrocher. Contact commercial international. Oui, tout à fait. Alors, on a des vélos qui roulent en Corée, on a des vélos qui roulent en Allemagne et on a des vélos qui roulent au Japon. Et en Belgique aussi. Donc, on commence à avoir de jolis contacts à l'international. En fait, après le sommet du G7, on a eu beaucoup de demandes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Même au milieu des Caraïbes, on a des demandes pour des flottes de vélos parce que là-bas, ils ont des problèmes d'électricité. Donc, les projets qui avancent bien aujourd'hui, c'est principalement le Japon, l'Europe du Nord, parce que voilà, on a des bons partenaires en Europe du Nord, et le Japon et la Corée. Et la Corée, on a un très joli projet. Là, pour l'instant, il y a 2 vélos qui sont là-bas, mais là, il y en a une dizaine qui doivent partir, qui sont payés par le partenaire. Donc, la Corée est un pays qui est assez en avance sur l'hydrogène, comme le Japon. Mais par contre, la problématique, c'est pas les vélos. On n'a aucun problème à envoyer un vélo à l'autre bout du monde. Le problème, c'est l'entretien, d'une part, et l'infrastructure hydrogène. Nous, on veut vraiment, pour des questions de qualité et de service rendu, on développe une infrastructure qui est spécifique et on veut la déployer. Et vous comprenez bien que entre envoyer ça
par palette en Chine et envoyer 10 vélos, plus des stations, plus les services, plus former les gens sur place en Corée, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'envoyer des palettes de trekkie que d'envoyer des vélos, tout simplement parce que le service après-vente est plus compliqué sur de la mobilité. Donc aujourd'hui, l'export lointain n'est pas notre priorité pour les véhicules. C'est la France, puis les pays limitrophes, et ensuite l'export lointain, même s'il y a des demandes, il y a de très beaux projets. Pour la notion de support client et de support technique des véhicules, il faut y aller progressivement. Super. Merci Pierre. C'est bon, tu as répondu à toutes les questions. On a un petit peu dépassé, mais voilà, il va mieux prendre un peu plus de temps. Je parle beaucoup. On te relaisse la main si tu as un dernier mot à dire aux décideurs avant de clôturer le live. Ouais, il y a une dernière question qui est arrivée. On me demande où est-ce qu'on en est sur la poudre pour les vélos. Eh bien, on travaille dessus. Alors, ce n'est pas encore au point. Donc, on a réussi à le mettre au point pour le groupe électrogène du Trekkie. Donc, ça marche bien, mais ça a demandé beaucoup de travail. Et effectivement, lors de la première campagne, en 2008, on disait on va essayer d'adapter cette technologie sur les vélos et ça va être génial. Et effectivement, c'est génial. Donc, on y travaille dur. Mais en fait, comme un vélo, c'est une puissance qui est assez importante et une quantité d'énergie assez importante par rapport au groupe électrogène, eh bien, c'est moins facile. Donc, il y a beaucoup plus de défis techniques et ça nous prend plus de temps que prévu, malheureusement. Mais on n'a vraiment pas lâché l'affaire. On continue à travailler dessus, mais c'est techniquement challenging. Et je peux pas vous certifier qu'on y arrivera. Je ne peux pas vous dire avec certitude, oui, c'est sûr, on va y arriver et ça va marcher, parce qu'on rencontre vraiment des défis techniques assez importants. Mais on travaille. Et donc, le mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup. Vous avez été, je pense, au moins une vingtaine, trentaine à assister. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir été présent. Et j'espère vous retrouver en tant qu'actionnaire de Pragma Industries. C'est une aventure, hein. C'est une aventure industrielle. On croit beaucoup à ce que l'on fait et on le fait avec conviction. Et j'espère vous avoir un petit peu transmis de cette conviction ce soir. Voilà, merci beaucoup. Super, merci Pierre, merci aux décideurs qui ont assisté au live en direct. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay sera disponible normalement dès demain sur la page du site de Pragma. Pour ceux qui auront le replay, n'hésitez pas à poser vos questions complémentaires à Pierre sur le fil de questions. Il répondra avec plaisir. Juste un dernier mot avant de se quitter. Pour rappel, la défiscalisation sur l'impôt sur le revenu est passée de 18% à 25% et Pragma est éligible pour les personnes intéressées. Et aussi, dernière petite chose, n'hésitez pas à consulter les news qui seront publiées par Pierre et le reste de l'équipe tout au long de la collecte. Oui, il y aura des news intéressantes au mois de juin. Des trucs sympathiques. Voilà. Des trucs sympathiques et en plus, je vais faire plus de vidéos. Là, j'ai pas trop eu le temps. On était très absorbés par les affaires, en l'occurrence, donc chinoises et japonaises. Donc, j'ai pas trop. Je vous prie de m'excuser. Là, c'est vrai que lors de la première campagne, j'avais fait bien plus de vidéos. Là, j'ai pas encore trop eu le temps, mais au mois de juin, je vais faire des vidéos. Je vais vous faire visiter les locaux à Grenoble qu'on vient d'ouvrir, les locaux à Biarritz, vous montrer comment on assemble les piles à combustible. Voilà, je vais essayer de vous faire des trucs sympas pour vous faire découvrir un petit peu notre environnement de travail. Super, on a hâte de voir ces vidéos. Merci Pierre, merci à tout le monde. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau live sur le site. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Au revoir.